Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sud Radio, il est 20h, c'est notre nouveau rendez-vous quotidien du lundi au jeudi, en direct de 20h à 21h. On vit pas dans la même France, je suis Magali Berda, je suis très heureuse de vous retrouver sur Sud Radio et je suis ravie parce que j'oppose deux mondes qui ne se parlent jamais. Le monde de l'influence, les influenceurs, en face des politiques. Alors c'est deux mondes qui se ressemblent beaucoup pour moi, mais qui finalement sont complètement déconnectés et qui parlent un peu à tout le monde. Donc ce soir on aura un sujet très intéressant et qui, je sais que ça va faire parler, je sais que ça passionne. Est-ce que la France déteste les riches ? Finalement, est-ce que nos riches sont bien en France ? Ce soir, pour répondre à cette question, on reçoit Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, en face d'une inspiration pour moi. J'ai pas d'autre mot que ce mot-là, inspiration. Omar Harfouch, un célèbre homme d'affaires, musicien. Comme tous les soirs, je suis accompagnée de Mathias. Alors Mathias, mon petit cerveau, Mathias, mes yeux et mes oreilles sur les réseaux sociaux, il vous voit, il vous regarde, il vous commente, il vous lit. Ce soir, Mathias, comment ça va ? Bonsoir Magali, bonsoir à tous, ça va très bien et toi, comment tu vas ? Je vais très bien, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'avoir ces invités-là ce soir avec moi, je suis ravie d'avoir Omar Harfouch. Et en parlant d'Omar Harfouch, s'il n'était pas venu, on aurait pu dire Omar m'a planté ? Ah non, ça c'est nul. Oh non, alors, Mathias. on peut la jauger. Non, Mathias. Tu sais quoi ? Pour moi, elle était extraordinaire. On va demander mais... sur les réseaux sociaux, @Magali Berda ou sur ton live Instagram Magali Berda, si la vanne était bien. Non, et on en réagit. fait, c'est depuis sa vanne d'hier sur le Premier ministre, comme il y a certaines personnes qui ont repris sa vanne d'hier sur le Premier ministre, il n'en s'est pas remis de la journée. Alors, cette émission, c'est la vôtre. Donc, si vous voulez faire de la radio avec moi, rien de plus facile. Vous me contactez au 0826 300 300. On fait de la radio ensemble. Bonsoir Omar, merci d'être là, on vit pas dans la même France. Je suis très émue de vous recevoir ce soir, vous savez pas, ça me fait vraiment quelque chose. Franchement, je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Merci Magali, merci, je suis content d'être ici avec vous et félicitations pour l'émission. Merci beaucoup. Quel retour, parce que ça a été très très dur pour vous. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on se voit, mais je vous ai envoyé plusieurs messages quand c'était très difficile pour vous. Je trouvais que c'était injuste, que c'était vous étiez une cible pour beaucoup, gratuitement, alors que vous êtes une femme incroyable. Merci. Une femme qui a réussi dans les affaires et qui a construit une société avec un chiffre d'affaires à des dizaines de millions. C'est très rare à votre âge, et vous avez fait travailler beaucoup de jeunes, des jeunes qui étaient normalement un petit peu perdus, et vous avez réussi à leur trouver du travail, et on vous a maltraité, et donc j'ai toujours senti que j'étais concerné, je me sentais concerné, surtout quand les attaques étaient aussi par rapport à vos croyances, et là pour moi c'était un dérapage total, et je suis aussi ému de vous voir en vrai aujourd'hui pour la première fois. C'est une belle déclaration d'amour ça. Alors là vraiment, je suis à deux doigts d'avoir les larmes aux yeux. Magali, je suis à deux doigts de te dire quitte Stéphane et va avec Omar. Non mais merci, c'est vrai que vous m'avez beaucoup soutenu pendant ces moments compliqués et vous m'avez envoyé beaucoup de messages, et ils étaient rares les messages de soutien, et je dois dire vraiment c'est beaucoup d'émotions pour moi. Vous allez me mettre les larmes aux yeux maintenant. Bon, faut que je m'en remette. Alors Omar Harfouch, vous êtes un homme au parcours singulier. Vous vous êtes fait seul, on peut dire ? Évidemment. Vous êtes fait seul. Ouais, c'est pour ça que vous m'inspirez. Les gens critiquent beaucoup, mais ils savent pas ce que c'est la dureté du travail pour monter aussi haut. Et moi, je suis très admirative de votre parcours. Vous êtes né au Liban. Vous avez 55 ans. Donc à la base, vous n'êtes pas français. Oui, et aujourd'hui, vous êtes, on peut le dire, je peux y aller, vous êtes multimillionnaire. Bon, je suis millionnaire, ça c'est sûr. Je ne sais pas à partir de quel million on peut considérer que c'est multi, mais oui. En tout cas, il y a des millions que vous avez fait seul, et vous avez fait le choix d'être en France, de payer vos impôts en France. Oui, pas seulement je les ai fait seul, mais honnêtement, c'est-à-dire je suis la preuve qu'on peut devenir millionnaire en suivant un chemin honnête et légal. J'ai commencé très tôt, j'étais millionnaire à 24 ans.
Et c'est très dur aussi de le rester, parce que c'est pas évident. Et j'ai fait le choix, je vis en France depuis quand même 1994, ça fait 30 ans que je vis ici, et j'ai choisi seul de payer mes impôts en France. Je paye même les impôts sur ce que je gagne à l'étranger. Je déclare moi-même, personne ne m'oblige à le faire, parce que j'aime la France. La France m'a beaucoup apporté, les valeurs. On vient d'en parler. Et c'est le pays là où mes fils sont nés, et là où je me vois mourir un jour. C'est beau. C'est une belle déclaration. Alors j'ai eu une belle déclaration, mais la France a reçu une belle déclaration aujourd'hui. C'est le grand amour de ma vie, la France. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu en France ? C'est la naissance de ma fille aînée. C'était en 94. J'apprends que je vais avoir une fille, une relation, on va dire, passagère. Et donc je viens pour être là à l'accouchement. Je la reconnais et c'était ma première racine en France. Donc il y en a qui disent que voilà, mes racines c'est mes grands-parents. Moi c'est ma fille aînée qui était la première racine qui est née ici. Et après j'en ai eu 3 autres. Donc vous avez 4 enfants. J'ai 4 filles en tout, donc toutes nées en France, sauf une qui est née à Berlin. D'accord. Mais voilà, donc de mamans différentes. Ok. Et donc je suis proche de mes filles, je les vois régulièrement. Et voilà, donc c'est ça, c'est pour ça la France. Et alors Omar, vous êtes un musicien déjà reconnu dans le monde entier. Vous avez joué devant Donald Trump. Oui. Et j'ai perdu 100 000 followers en une seconde. Mais non. Oui. Vous avez perdu 100 000 followers ? Oui, quand j'ai posté, j'ai joué donc à Mar-a-Lago. Ok. Et donc j'ai posté. Donc c'est chez Donald Trump. Oui, à la maison, chez lui. Donc, mais il y avait quand même beaucoup de musiciens. C'était pas un concert pour moi. Il y avait beaucoup d'autres. J'ai joué 3 minutes et j'étais tellement content. Bah oui. Et moi d'habitude je ne poste quand j'ai des événements comme ça qu'après avoir fait, parce qu'on ne sait jamais si ça marche pas. Et donc j'étais tellement fier, j'ai posté plusieurs photos, une à côté de sa voiture, qu'on appelle la monstre, une au piano et à Trump et tout ça. Et donc j'ai reçu plein d'insultes. Orlando Bloom, qui est mon ami, il m'a aussi envoyé un message en me disant on n'est plus amis. Ah bon ? Oui. Et Orlando Bloom, il vous a. Même on s'est réconciliés depuis, mais je veux dire, il était hors de lui que j'étais à Mar-a-Lago, que je jouais pour Donald Trump. J'ai perdu très vite 100 000 followers en quelques jours avec des messages. Voilà, je vous suis plus, etc. Et vous avez gagné combien en faisant ce concert d'argent ? Mais il n'a pas fait ça pour l'argent. Je joue gratuitement pour le concerto pour la paix. Oui, en fait, c'est un concerto pour la paix. Donc, c'est pour, en musique, convaincre les décideurs de penser à la paix et de faire la paix. Et magnifique. Alors, on va écouter un extrait, justement. C'est très important, allez-y. C'est quand même incroyable, on se laisse porter. C'est magnifique. Quel message de paix vous passez ? Alors je sais que c'est un message de paix, mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui ? Enfin, c'est... J'aimerais juste te dire que là je joue avec l'orchestre philharmonique de Béziers, dirigé par Mathieu Bonin, et la violoniste qui faisait le dialogue avec le piano, c'est Anne Gravoin, qui est une grande violoniste reconnue dans le monde entier. Donc pour revenir à la question, qu'est-ce qui fait que je compose, que je joue. En fait, moi, je suis pianiste et compositeur à la base. Je suis devenu homme d'affaires par accident et pas parce que je voulais l'être. J'étais en Ukraine quand l'Ukraine est devenue indépendante. On n'avait plus rien à manger, il n'y avait plus de pays, pas de frontières, pas de monnaie. Pendant 1 an, c'était une galère totale. Tous les étrangers étaient partis. Moi, je suis resté avec mon frère. On a créé la première radio FM du pays. On a fait fortune comme ça. Alors, et j'ai toujours voulu revenir à la musique. On va revenir à ça juste après. Je veux absolument parler de votre histoire, de la musique, à homme d'affaires, du Liban, à l'Ukraine, à la France. C'est Omar Harfouch avec nous ce soir, s'il vous plaît, sur Sud Radio. Restez là et il va débattre contre le député Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise. Je le rappelle pour un sujet très 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 chaud ce soir. Est-ce que la France déteste les riches ? Mais moi j'aime Omar Harfouch. Allez, on revient juste après ça. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio.
On vit pas dans la même France. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. J'étais obligée de vous mettre cet extrait d'Omar Harfouch qui est notre invité ce soir. Et je suis perturbée là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bienvenue sur Sud Radio. Il est 20h15. Nous sommes en direct. On vit pas dans la même France. Le thème de ce soir, c'est est-ce que la France déteste les riches? Et pour faire ce débat, je reçois l'immense Omar Harfouch, millionnaire, accompli, homme d'affaires, musicien, qui va débattre en face de notre député Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, qui vient d'être nommé, attention, représentant, porte-parole du Parti Socialiste de France. Voilà. Et ce soir, on a donc le porte-parole du Parti Socialiste en face du porte-parole des riches. Je vous explique pas ce qui va se passer ce soir, ça va être extraordinaire. Alors, Omar Harfouch, quand on est au Liban, on se retrouve après en Ukraine, donc on connaît des situations dramatiques. On arrive en France, on se retrouve aujourd'hui millionnaire, on se retrouve à jouer au piano. Vous êtes un musicien de renommée internationale, vous jouez au piano cette année devant Donald Trump. Alors vous nous expliquez, juste avant, je parle pour nos auditeurs qui nous rejoignent, vous perdez 100 000 followers parce que vous jouez devant Trump. Orlando Bloom vous en veut, vous vous êtes réconcilié avec lui, mais il vous a boudé parce que vous avez joué avec Trump. Vous avez aussi joué devant le pape. Oui, pape François, et il m'a nommé pèlerin de la paix. Wow. Et on vient de me remettre, on vient de prendre mon concerto pour la paix pour l'exposer à la bibliothèque apostolique au Vatican. La cérémonie a eu lieu lundi et ma composition rentre pour l'éternité à la bibliothèque du Vatican. C'était une cérémonie. Ouais. Ah non, mais c'est dingue. Donc il y avait une messe avant, je suis né musulman, il y avait une magnifique messe. Et après, il y a une cérémonie, donc j'ai présenté ma partition, ils ont mis le tampon. Incroyable. Et évidemment, c'est une fierté, pas que pour moi, mais pour les musiciens qui ont joué avec moi aussi au Vatican. Ils viennent la majorité de Béziers. Et il y a très peu de compositeurs qui ont leur partition à la bibliothèque au Vatican. Et justement, il se dit quoi, ce petit garçon du Liban, aujourd'hui, quand vous vous regardez un petit peu en arrière, vous pensez quoi de votre réussite? Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Vous ressentez quoi? Moi, je suis parti, j'avais 17 ans du Liban, mais au Liban, j'étais pianiste au palais présidentiel. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à jouer déjà au palais. À l'époque, c'était Frangi, et c'était un ancien président, il est mort depuis longtemps. Et donc, j'ai été lauréat d'un concours de piano organisé par Gorbatchev de l'Union soviétique. Donc, j'avais déjà fait des concerts. Je faisais 5 concerts par année. La salle était toujours pleine. Mais le choc, c'était en arrivant à Moscou. Il faisait froid, pays en paix, parce que le Liban était en guerre. J'avais connu que la guerre quand j'étais petit. Et puis, je me retrouve en face des très grands musiciens, des pianistes incroyables. Et j'avais pas le niveau. Il fallait que je mette au niveau comme eux. Et donc, je me suis retourné plus vers la composition. Et puis, j'ai fait carrière en tant que musicien au début. Et puis après, l'Union soviétique se disloque. Et c'était une autre histoire. Oui, il y a une question sur le live Instagram, @MagaliBerda. Parler de paix quand le monde s'entretue, c'est un pari fou ou c'est indispensable? Oui, c'est un pari fou, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des partisans de la guerre. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois que je voulais jouer quelque part, c'est pour ça que j'ai pas annoncé le fait que j'allais jouer à Mar-a-Lago. Il y a des gens qui font tout pour que ça ne se fasse pas. Même à Paris, quand j'allais jouer au Théâtre des Champs-Élysées, il y a quelques quotidiens qui sont très importants, les journalistes, en m'appelant, ils m'ont dit, vous n'allez pas jouer là-bas, on va faire tout pour que vous ne jouez pas là-bas. Donc la paix, elle n'a pas beaucoup de gens qui la soutiennent. D'ailleurs, la France, elle est en marche vers la guerre. On voit tous les jours qu'on va envoyer des Français au front dans un autre pays. Et l'Ukraine aussi subit cette guerre. D'ailleurs, comment vous êtes arrivé en Ukraine? Ça c'est quand même quelque chose qui va être un peu dur à comprendre, mais c'était un seul pays, l'Union soviétique, qui avait 13 États, donc il n'y avait pas de frontières. Moi, j'étais dans le train entre Moscou et Kiev, j'allais à Kiev, quand l'Union soviétique s'est disloquée. Donc je me suis retrouvé en Ukraine, je ne pouvais plus revenir chez moi à Moscou, parce que mon visa, ma carte de séjour n'était plus valable. Le pays n'existait plus. Et donc j'étais obligé de rester à Kiev, et je me suis construit une vie là-bas, et j'ai vécu après beaucoup d'années à Kiev. Et justement, vous portez quoi comme regard aujourd'hui sur la Russie actuelle qui est en guerre contre l'Ukraine?
C'est l'origine de mon concerto pour la paix, c'est quand j'ai vu, en fait, quand j'étais en Ukraine, je parlais de Liban. Les Ukrainiens ne me comprenaient pas quand je disais, par exemple, moi, en tant que Libanais, si je parle à un Israélien, eh ben, je risque la prison, 15 ans de prison. Aujourd'hui, un Ukrainien, s'il parle à un Russe, il risque aussi 15 ans de prison. Donc, au début, ils ne comprenaient pas ce que c'est une guerre civile. C'est symbolique qu'on soit en face, alors, tous les deux. En venant vous voir, je prends un risque parce que les Libanais me scrutent, comme je suis connu là-bas, et comme j'ai pris souvent position contre l'antisémitisme et pour le rapprochement avec tous les pays, et c'est quelque chose que j'ai revendiqué dans mes concerts, mais aussi à la tribune de l'ONU. Ils m'ont donné 3 minutes pour m'expliquer, et j'ai dit que moi je peux pas demander à mes musiciens qui sont, par exemple, qui ont la nationalité israélienne, ou qui sont d'origine juive, de ne pas jouer avec moi, parce que la loi libanaise l'interdit. Heureusement que je vis en France, un pays extraordinaire par rapport à la liberté individuelle, par rapport au fait qu'on peut croire en ce qu'on veut, c'est la laïcité. Bien sûr. Et évidemment, c'est parce que je suis à Paris que je peux me permettre, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait partie des valeurs de mon concerto pour la paix. C'est l'union entre les gens. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion qui nous sépare. Le passeport n'a aucune importance. Bien sûr. Et il faut qu'on discute tous pour arriver à la paix. En tout cas, moi, je suis très fière d'être en face de vous, moi, Omar Harfouch. Alors, justement, là, vous avez fait fortune. Alors, quels sont vos business? Parce qu'au-delà de la musique, on en a beaucoup parlé. Comment vous avez fait votre premier million d'euros? C'était la radio. Non. Oui, parce que... Eh ben voilà, j'ai bien fait de venir ici. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Si vous achetez Sud Radio, vous pouvez devenir millionnaire. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas propriétaire de Sud Radio. Écoutez, on va en parler peut-être un jour, hein, vous savez. On ne sait jamais, c'est vrai. Mais c'était en fait quand j'ai créé quand j'ai demandé d'avoir une radio FM, on m'a donné toute la bande FM. La bande FM n'existait pas, c'était que pour l'armée et le KGB. Et donc, les Américains arrivant en Ukraine, voulant s'installer là-bas, ils voulaient avoir une fréquence, Radio Liberty, et donc ils devaient acheter une fréquence, et donc on a dit, voilà, c'est Omar qui détient les fréquences. Donc c'était mon premier million. À 24 ans. Oui, j'avais 24 ans, wow. Voilà, et c'était drôle parce que c'était quand même beaucoup d'argent. Bah oui. Et donc après, j'ai continué à vendre des fréquences. Et ensuite, on a fait la télévision avec mon frère. Donc on était à l'origine de beaucoup d'émissions. On a acheté par exemple le Grand Journal à Canal+. On l'a refait là-bas. On a fait le même studio. C'est Canal+ qui sont venus à Kiev pour installer les caméras, les Guignols, le zapping, Hélène et les garçons, toutes les séries de tout ça à 24 ans. Non, à 24 ans, je suis devenu millionnaire, mais c'était, voilà, je raconte un peu. Déjà découvert, moi. Oui, mais... Mathias, il était à découvert. J'étais à découvert à 24 ans. Et j'ai 32 ans, j'y suis toujours. Bon, on va se parler après. Voilà. Je tiens à dire à nos auditeurs, si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à appeler Sud Radio 0826 300 300. On est en direct et vous faites partie de l'émission. On veut votre témoignage et justement, on va avoir des auditeurs ce soir. Moi, je voudrais savoir, ok, vous avez la radio au départ où vous faites votre premier million d'euros en Ukraine. Après, vous faites les médias, donc la télé. Après, quels autres business encore vous avez? Vous êtes où, Omar? La plupart du temps, c'était les médias, mais j'ai fait parfois des coups, comme par exemple quand j'étais, via ma société suisse, actionnaire de l'agence Elite, qui était en difficulté, je redresse l'image de l'agence Elite, je vends à des dizaines de millions, très rapidement. Et donc j'ai fait des coups, on va dire comme ça, j'achète, je revends, très rapidement, j'en ai fait pas mal. J'ai aussi acheté des films que j'ai revendus. Et vous êtes fiscalement français? Alors ça c'est un choix personnel. Vous êtes arrivé en France, vous avez dit voilà, je veux payer mes impôts ici. Non, mais ça c'est pas produit comme ça. C'est avec le temps. Moi, je suis parisien, donc je vis à Paris, malgré le fait que mes affaires étaient en Ukraine. Mais là, je suis parti à Dubaï, comme tous les Ukrainiens, parce que au début de la guerre, tout s'est arrêté. Donc, on est tous partis là-bas. Parce que là-bas aussi, les Russes et les Ukrainiens peuvent se parler sans problème. Oui. Et donc, on a recommencé à zéro. Et là, tout se multiplie par je ne sais pas combien, parce que là-bas, tout est possible. Et donc, j'ai pris la décision d'aller voir l'agent de fisc, donc qui suit mon dossier. J'ai dit voilà, maintenant je commence à gagner de l'argent à Dubaï, j'aimerais déclarer mes revenus, les dividendes. Il était très étonné. Ah bah oui. Il m'a dit normalement les gens d'ici vont là-bas pour ne plus payer les impôts. J'ai dit moi je reconnais le fait, moi je suis reconnaissant
à la France, de m'avoir accueilli, d'avoir fait grandir mes filles. Elles sont incroyables, c'est parce qu'elles sont nées et êtes françaises et donc parisiennes. vous êtes allé voir votre inspecteur du fisc et vous lui avez dit je veux payer mes impôts. Donc ce que je touche à Dubaï, je veux payer mes impôts ici en France. Là par exemple, je vous donne un exemple parce que je suis très transparent. Là sur mes salaires à Dubaï, j'ai déclaré 700 000 euros sur mes salaires à Dubaï. Je parle même pas de ce que j'ai déclaré de revenus ou que vous devez payer. Le salaire que je perçois à Dubaï, j'ai déclaré ici. Là-bas, je paye 0 impôt parce qu'on paye pas les impôts là-bas. Et vous embauchez ou pas? Moi, ça m'intéresse. Là-bas, oui. Mais ici, si j'ai, en parlant de ce que je fais et tout ça, j'ai aussi racheté Entrevue, qui était une marque que j'aimais beaucoup. Qui cartonne Entrevue depuis que vous l'avez racheté d'ailleurs. Voilà, ça marche très bien. On a 3 millions de clics sur le site internet, oui. Ouais. Non, j'inquiète parce que j'ai fait 2,8 millions de clics sur Entrevue, c'est pour ça. Alors, on reçoit Eric qui est avec nous, qui est cadre dans le secteur des télécoms. Il n'a rien contre les riches, on doit les laisser tranquilles, ils payent suffisamment d'impôts. Moi y compris, on souffre. C'est ce que vous dites, hein, Eric? Oui. Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous. Je voulais dire une chose. D'abord, une grande admiration pour Omar, franchement, parce que moi, je suis issu d'immigration aussi. Une famille très pauvre, et puis par le travail, on s'en est sorti. Bon, pas comme Omar, hein, on est beaucoup plus modeste. Mais la question que je voulais poser quand même à Omar, s'il devait faire une comparaison entre les conditions pour créer des entreprises, pour prospérer à Dubaï, et si on par rapport à la France, qu'est-ce qu'il trouverait de positif d'un côté et négatif forcément de chaque côté. Si j'ai une comparaison, qu'est-ce qui devrait être changé en France, par exemple, pour que les choses, pour avoir de plus en plus de riches? Oui, on peut pas comparer du tout. Merci pour la question. C'est que la France, elle est contre la richesse, je parle en général, contre la richesse individuelle et de société. Et à chaque fois que quelqu'un s'enrichit, le système lui prend tout et le traite mal. Ça, c'est en général. Moi, j'ai pas eu de mauvais traitement, mais déjà, médiatiquement et c'est pas encourageant. On stigmatise toujours les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. À chaque fois que quelqu'un devient, il réussit quelque chose, on le stigmatise. À Dubaï, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, on dit à ceux qui ont envie de faire quelque chose ou qui ont de l'argent, venez nous voir, nous on vous accueille et ça va très bien se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment les charges. En France, il y a énormément de charges. On paye, moi les salariés, donc je paye le double pour mes salariés. Là-bas, il y a 0 charge. Il y a aussi, je suis pas en train de dire que la France doit faire la même chose que Dubaï. Je suis en train juste de faire une comparaison. Aussi les sociétés. En France, si vous avez une société, par exemple, moi je suis propriétaire à 100% de ma société. Par contre, l'argent qui est dans la société n'est pas le mien. Si j'achète une chemise, c'est illégal. Là-bas, l'argent de la société est votre argent. Alors je reprends les mots d'Omar Harfouch tout à l'heure quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit être riche en France aujourd'hui, c'est un délit. Oui, c'est ce que vous considérez. Et on voit que notre député qu'on a reçu, ça y est, qui est arrivé, Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, il commence à tiquer là. Je vois qu'il commence à bondir. Restez avec nous, on va l'écouter juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda, il est 20h31. On est sur Sud Radio en direct du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France pour une émission que j'adore. Voilà, c'est mon émission, je l'aime. Désolée. Je confronte deux mondes, voilà, qui n'ont rien à voir, 2 mondes qui ne se parlent jamais. Et on essaye justement, à travers cette émission, de vulgariser un petit peu la politique, de la rendre plus accessible, de parler de sujets de société avec des gens qui sont sur le terrain, qui parlent français toute la journée sur les réseaux sociaux. Et on reçoit ce soir Omar Harfouch. Alors Omar Harfouch, je le rappelle, c'est 1,5 million d'abonnés, je crois, sur Instagram, connu dans le monde entier, musicien, multimillionnaire, qui a fait une carrière, qui s'est fait tout seul et qui va débattre avec Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise. Et alors je reprends la phrase d'Omar Harfouch juste avant, c'était « Être riche aujourd'hui en France, c'est un délit ». Monsieur le député, quand vous entendez un riche qui paye des impôts en France, qui est en plus pas français à la base, c'est-à-dire qu'il est venu vivre en France, il a choisi de payer ses impôts en France et il vous dit qu'il a l'impression qu'aujourd'hui gagner de l'argent en France c'est un délit, qu'est-ce que vous lui dites ?
Alors déjà, je lui dis bonjour. C'est pas Bonjour, mal. cher Omar. Non, mais je voudrais en préambule vous témoigner déjà mon admiration par rapport au parcours en particulier de musicien. Moi, je suis un passionné de musique, je viens d'une famille de musiciens. Et puis, par rapport à votre engagement sur la paix et la tolérance, c'est vrai que c'est des valeurs qui me portent et qui sont en partie à l'origine de mon engagement politique. Donc, je voulais déjà vous dire ça. Après, je voulais effectivement vous exprimer mon désaccord par rapport à la phrase que vous venez de dire. Être riche en France, c'est un délit. Parce que je considère que finalement, les chiffres vous donnent un petit peu tort. C'est-à-dire que en France, il y avait, on va dire, les 500 plus grandes fortunes de France. Elles possédaient 6% de la richesse du pays dans les milieux des années 90, en 96. Aujourd'hui, elles possèdent 42% de la richesse du pays, les 500 familles les plus riches. Les milliardaires, il y a 10 ans, il y en avait 20. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine, il y en a 2 fois plus. Et entre 1 million et 1 milliard, c'est vraiment pas pareil. J'ai entendu une analogie l'autre jour. Si vous êtes millionnaire, Magali, je sais pas si vous êtes millionnaire, et que vous mettez toute votre fortune 1 million en billets de 100, ça vous fait 1 mètre. Un billet de 1 million en billet de 100. 1 milliard, c'est 3 tours Eiffel. Donc vous voyez la différence de richesse entre un millionnaire et un milliardaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de milliardaires en France, les richesses sont de plus en plus concentrées. Et là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que selon moi, la France, c'est pas qu'elle n'aime pas les riches. D'ailleurs, c'est plutôt des riches qu'on voit dans les magazines qu'on achète l'été à la plage. C'est pas tellement les aides-soignantes ou les infirmières qu'on va mettre en avant, qu'on va valoriser, qui vont intéresser les Français. C'est plutôt les riches, ça les passionne. Par contre, ce que la France n'aime pas, et ça c'est dans son histoire, c'est l'injustice. Et en ce moment, il y a un profond sentiment d'injustice de gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire et qui voient que des gens qui effectivement font des placements, achètent, revendent, certainement dû à votre intelligence, à votre sens des affaires, eh ben ils ont de l'argent à plus savoir quoi en faire, alors même que on voit que les services publics se détériorent, l'école, l'hôpital, la justice, la police, qui manquent de l'argent dans les caisses de l'État. Donc je pense que c'est plus le sentiment d'injustice qui qui agace beaucoup les Français, plus qu'un rejet des gens qui auraient réussi et qu'on peut admirer. Comme moi, vous voyez, je suis représentant socialiste et j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites et pour votre parcours. Merci. Je reprends d'abord le fait que vous dites que les riches, maintenant, ils détiennent plus de choses en France qu'à 40% ou autre. Mais en fait, c'est parce que l'État, il a reculé dans plusieurs domaines. Il a demandé aux riches de venir privatiser, de venir épauler l'État. Donc, ils étaient en train d'aider l'État et les Français par conséquence. Je partage le constat d'injustice. Par contre, ça, c'est réel. Les Français sentent que c'est injuste, qu'ils travaillent pendant tout le mois ou toute l'année, et à peine ils arrivent à acheter même parfois de la viande ou même un poisson. Mais c'est aussi un constat d'échec de la politique et des politiques. Vous représentez un parti politique, vous êtes élu, et c'est votre échec à vous, parce que c'est la population. Elle vous choisit pour gérer, pour gouverner, et finalement, vous n'apportez pas la réponse à cette injustice. Et ce n'est pas les gens qui gagnent et qui font travailler les autres qui font cette injustice. Donc, c'est cette petite nuance. Malheureusement, en France, l'injustice, elle est partout, elle n'est pas que par rapport à la richesse, elle est par rapport aussi à la situation géopolitique, par rapport au rapport humain. Il y a plus de nuances. Là même, ce qu'on est en train de se dire, c'est on aime ou on déteste les riches. Mais les nuances, il n'y en a plus, parce que les gens sont exaspérés, parce qu'il n'y a pas d'issue. On voit que la politique va d'un échec à un autre, ne donne pas l'espoir. Et moi, personnellement, je pense que la volonté de stigmatiser les riches, c'est pour dire que c'est pas nous, le gouvernement, ou c'est pas nous, les élus, qui sont responsables. C'est les riches qui, comme vous venez de le dire, ils sont propriétaires de la moitié de la France. Or, ils ont aidé, ils ont épaulé, ils continuent à faire des salaires, des sociétés et tout ça. Et j'aimerais, pour finir, savoir qui sont vos parents, quel instrument ils jouent. Alors déjà, mon père, il a fait comme vous. Lui, il est fils d'immigrés égyptiens. Il a grandi à Villers-le-Bel dans un quartier populaire. Il a monté sa société en commençant à faire du porte-à-porte. Il a fini par acheter une jolie maison à Montmorency où j'ai grandi. Donc il a aussi un parcours. Ma sœur entrepreneur, je l'ai été aussi. Donc il n'y a pas ce rejet des entrepreneurs. Simplement, on considère qu'une fois qu'on est arrivé en haut de l'échelle, il faut effectivement contribuer à l'effort national, contribuer aux routes qui nous ont permis de venir ici, aux policiers qui nous protègent. Je crois que votre père était enseignant. Moi, je considère qu'en France, les enseignants sont pas assez bien payés. Je crois que vous avez bénéficié d'une bourse pour apprendre la musique. Moi, à Moscou. Moi, je pense aussi que l'accès au sport et à la culture, elle doit être pour tous. Et donc, pour ça, effectivement, on va pas demander. Je parlais d'aide-soignante, mais je peux parler du boulanger ou des gens qui sont modestes et qui gagnent 1500, 1600 euros par mois, de donner encore plus.
on considère qu'on peut demander à ceux qui se sont enrichis ces 10, 20, 30 dernières années avec un système économique qui devient de plus en plus financier. C'est-à-dire parfois on peut gagner de l'argent sans créer le moins d'emplois, sans créer le moindre bien, le moindre service. Comme vous dites, on achète, on revend, on crée une plus-value. Il n'y a aucun problème, les gens peuvent s'enrichir en France. D'ailleurs, ils le font. Bernard Arnault, il a 200 millions, donc 200 fois 3 tours Eiffel. Donc vous voyez, il fait partie des plus riches du monde. Donc je ne pense pas que la France déteste les riches. Alors Bernard Arnault, par exemple, c'est un homme aujourd'hui qui est extrêmement riche. Vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un plateau sur les riches, on lui tape dessus à Bernard Arnault. On dirait Voldemort. Non, mais tout le temps, on dirait que c'est vraiment une cible. Et en fait, c'est là où je comprends ce que veut dire Omar, c'est qu'en fait, finalement, ce gars-là, il a réussi, il est devenu ultra riche, il dégage beaucoup d'emplois. Après, peut-être qu'il fait des montages fiscaux, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais à chaque fois qu'on parle des riches, on parle de lui, on lui tape dessus, Est-ce qu'à un moment donné, ce gars-là, il va pas se dire, écoutez-moi, vous êtes sympa, mais au final, j'ai produit de l'argent en France, j'entretiens, je verse de l'argent aux impôts, donc j'essaye d'aider, je crée de l'emploi. Vous me saoulez, je me fais insulter à chaque fois qu'il y en a qui parlent des riches, même maintenant les manifestations, il cite son nom, il y a des pancartes avec marqué des trucs sur lui. Je m'en vais. Vous n'avez pas peur des fois de les faire partir, ces gens-là, justement? Et comment on va faire s'il n'y a plus de richesse en France En fait, comment on va faire pour aider les gens s'il n'y a plus de richesse en France, justement? Alors, je vais reprendre ce que je disais. J'ai pas le sentiment que ce soit une haine envers Bernard Arnault, sa personne, sa réussite. D'ailleurs, s'il partait et qu'il n'y avait plus Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, je pense que ce serait un petit peu... Je pense que ça s'arrête pas qu'à ça, Bernard Arnault. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si justement il est en France, c'est qu'on aime aussi en France, il a fait fortune dans le luxe. Donc c'est bien que la France permet de devenir multimilliardaire dans l'industrie du luxe. Donc c'est pas le signe d'un pays qui déteste les riches et qui déteste le luxe. Bien au contraire. On est le pays effectivement du luxe, de la haute gastronomie. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent que la France ne rejette pas les riches. Ce que demandent les gens, c'est le partage de cette richesse. Ce que vous dites, il crée des emplois. Effectivement, comme si on avait le sentiment que c'était un riche qui donnait par générosité des emplois. Mais sa richesse, elle s'est aussi faite par la force de travail des gens qui ont travaillé pour lui. Et donc, la répartition de la richesse, c'est de dire, la différence entre le haut de la pyramide d'une entreprise et les ouvriers qui sont en bas, elle est peut-être un petit peu trop forte aujourd'hui, en proportion. C'est ça qui choque. C'est que, j'entendais tout à l'heure, et souvent quand on parle des riches, les cadres intermédiaires, ils disent, oulala, on va toucher à mon argent. Nous, quand on parle, par exemple, il y a une taxe qu'on veut mettre en place, qui s'appelle la taxe Zuckman, vous avez peut-être entendu parler, qui concerne les 1800 familles les plus riches de France, qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Donc, c'est vraiment un très très grand patrimoine, très important. Ces gens-là payent en moyenne moins d'impôts que la plupart des Français. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à faire de l'optimisation fiscale, ils vont réussir à faire des placements, à profiter de niches fiscales, et ce qui fait qu'en proportion de leurs revenus, ils vont payer moins que le cadre intermédiaire, que le professeur, etc. C'est ça, c'est ce sentiment d'injustice-là on est en débat. Qui révolte un petit peu les gens. Pas le fait que les gens réussissent, le fait qu'il n'y ait pas de partage des richesses. Là, les auditeurs, ils ont envie de nous voir tous les deux parler. Par exemple, moi, j'ai dit que j'ai déclaré 700 000 là pour cette année. Mais bravo, vous avez monsieur. déclaré combien? Moi? Oui. Beaucoup moins, monsieur. Vous savez, dites le chiffre. Écoutez, en tant que député, je gagne, parce qu'il y a une partie qui est reversée à mon parti, je gagne en net 4 800 € par mois. Donc, vous voyez, à la fin de l'année, j'ai déclaré moins que ça. Donc, moi, j'ai participé plus à l'effort national et que vous. On est d'accord? Bien sûr. Et moi, je suis fier de l'avoir fait. Et vous êtes en train de dire que je dois donner encore plus, ou c'est déjà assez? Parce que nous, en fait, à chaque fois qu'on gagne, celui qui gagne plus, il paye plus d'impôts. On est d'accord aussi sur ça. La loi, elle est comme ça. La tranche fiscale, elle est plus élevée. Voilà, elle est plus élevée. En fait, dans les faits, non. C'est-à-dire qu'en fait, dans les faits, plus on est riche, moins on paye en proportion de ses revenus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le discours à la mode en ce moment. Non, c'est pas la mode, c'est que c'est une réalité. C'est-à-dire que il y a des études extrêmement précises qui montrent que quand on gagne 3 000 € par mois, on va payer à peu près un peu moins de 50% de ses revenus en impôts. Et quand on gagne 300 000 € par mois, eh bien, on est bien en dessous de cette proportion-là. Que sur la route que vous venez de prendre, vous avez dit que c'est grâce à nos impôts. Moi, j'ai plus participé à la construction et aux travaux que vous. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, franchement, il n'y a pas de débat sur ça. C'est qu'il faut juste tout simplement travailler sur les lois, améliorer la situation des Français et ne pas seulement stigmatiser ceux qui gagnent plus. C'est pas stigmatiser, monsieur. Moi, je stigmatise pas ni votre réussite, ni les emplois que vous créez, ni les richesses, ni les médias que vous créez. Je dis simplement qu'il faut participer à la même proportion que le cadre qu'on a entendu tout à l'heure, qui est peut-être à 4 000 € par mois, que le professeur qui va être à 2 000 € par mois, en termes de part des revenus. Or, effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui en France, c'est que les très hauts revenus payent une part de leurs impôts
d'impôts. Et c'est pareil avec les entreprises. Le boulanger du coin paye en proportion de son chiffre d'affaires moins d'impôts que Total. Et en France, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui choque, parce vous connaissez la devise républicaine, je sais que vous êtes attaché aux valeurs de la République, la liberté évidemment, mais aussi l'égalité et la fraternité. Et l'égalité devant l'impôt, c'est quelque chose qui effectivement... Et on voit les services publics se dégrader. Moi, je travaillais à l'hôpital pendant 4 ans. Et c'est vrai que le fait d'être malade et d'attendre 9 heures aux urgences dans un pays qui est la 5e ou 6e puissance mondiale, et donc comment est-ce qu'on remet de l'argent à l'hôpital? On dit aux infirmières, on va baisser encore votre salaire? Mais est-ce que l'argent va vraiment à l'hôpital? Ah bah oui, il y a beaucoup d'argent qui va à l'hôpital, mais il y a beaucoup de besoins. Mathias, comment ça réagit là sur les réseaux? Justement, on a sur le live Instagram, la France est-elle en train de devenir un pays qui punit la réussite au lieu de l'encourager? Alors attendez, je veux votre réponse juste après, et je veux aussi savoir c'est quoi d'être riche pour vous, monsieur le député? C'est combien par mois pour être riche? À votre avis, à vous? On revient juste après ça. C'est Magali Berda sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h45, on vit pas dans la même France. Et alors vraiment ce soir, on ne vit pas dans la même France, c'est un peu le cas. On parle d'un sujet qui est brûlant. Est-ce que la France déteste les riches? Et on reçoit ce soir Omar Harfouch, musicien, multimillionnaire, renommé international. Il a joué devant Donald Trump. À part Orlando Bloom, il y en a d'autres qui vont se tourner le dos, des célébrités comme ça, à cause de Trump? C'est le plus célèbre parce que c'est une célébrité, mais j'ai perdu 100 000 followers. 100 000 followers. Vous allez les regagner ce soir. Et on débat ce soir avec Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, qui nous fait l'honneur d'être là. Il vient d'être nommé porte-parole du PS ce lundi. Donc félicitations. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir. Voilà, on reçoit carrément le porte-parole maintenant. C'est génial. Et Mathias, tu avais une question d'un auditeur par SMS. Je rappelle, pour envoyer des questions par SMS, c'est Magali plus votre SMS au 7 20 18. Alors j'ai mis 2 heures à comprendre. Vous écrivez Magali et en dessous vous mettez le message. Au 7 20 18. Voilà. Donc du coup c'est la question qui vient de ton live Instagram @MagaliBerda. La France est-elle en train de devenir un pays qui punit la réussite au lieu de l'encourager? C'est une vraie question, hein. J'ai pas le sentiment, et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, de montrer qu'il y a de plus en plus de millionnaires, qu'il y a de plus en plus de milliardaires, que depuis 2017, c'est 60 milliards de baisse d'impôts par an pour les grandes entreprises et les grandes fortunes qui sont mis par le gouvernement. Donc j'ai pas le sentiment que ni la politique menée depuis quelques années, ni la réalité des gens qui s'enrichissent et des richesses qui se concentrent sur quelques-uns passe ce message-là. Moi, je peux partager ce qui a été dit sur une forme parfois de lourdeur administrative. Quand on veut créer son business, moi j'étais chef d'entreprise, je suis arrivé dans un garage, je voulais créer un café-concert. J'ai dit, génial, le garage est tout neuf, je mets une scène ici, un bar ici, on ouvre demain. Ils sont avec leur cahier de normes. Ah non, pas du tout, vous changez la destination, la marche fait 17 cm, faut faire une marche de 16 cm, faut tout casser, là faut faire... Et donc effectivement, j'en ai eu pour des centaines de milliers d'euros de travaux, alors que j'avais l'impression que je pouvais faire un concert demain. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une lourdeur administrative qu'il faut essayer de fluidifier, ça c'est sûr, mais par contre, j'ai pas le sentiment, et encore une fois, là, vous me parliez de Bernard Arnault tout à l'heure, il avait pas... C'est vous qui avez parlé de Bernard Arnault. C'est moi qui en ai parlé. Il avait pas... Non, mais parce que ça a été, pendant quelques jours, je crois, le plus riche du monde. Du monde entier, il est passé devant Jeff Bezos. Non, mais quelle fierté pour la France d'avoir un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui. Je n'ai pas dit le contraire, je dis juste que simplement, il faut qu'il participe à la solidarité nationale pour contribuer à l'efficacité des services publics et à la redistribution, que comme, et on était d'accord avec ça tout à l'heure avec Omar, que des gens qui travaillent puissent vivre de leur salaire. Mais je pense qu'il est d'accord avec ça, que les gens qui travaillent puissent vivre de leur salaire. Vous, c'est par votre effort, votre intelligence que vous avez fait fortune, mais on peut pas avoir que des homards dans toute la France. On a aussi besoin de gens qui passent l'aspirateur dans le studio pour qu'il soit propre. Monsieur le député, ça c'est politique. Non, là vous êtes dans le politique. Là vous êtes dans l'homme politique qui vient, qui dit oui, mais les gens à côté peuvent pas travailler, ils gagnent pas beaucoup, ils peuvent pas manger. On le sait. Et ce que vous disiez Omar Harfouch tout à l'heure, c'est que finalement, c'est pas son échec que ces gens-là puissent pas se nourrir. C'est votre échec à vous les politiques. C'est ça que vous disiez, Omar. Exactement, et quand vous ciblez constamment Bernard Arnault comme si c'était lui le responsable de la détresse française. Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. La preuve, à chaque fois qu'on fait un débat sur les riches, on parle de Bernard Arnault comme s'il fallait lui envoyer des pierres. Donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est encourager les jeunes à se battre, à faire des études, à travailler, à monter des entreprises, à devenir, par leur travail, des gens
riches, entre guillemets, de leur dire, bah voilà, tu vas te retrouver peut-être un jour, comme Bernard Arnault, jeté en pâture dans toutes les émissions quand on va parler de la richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut pas leur dire à ces jeunes-là, battez-vous, faites de l'argent et dépassez-vous, quoi? Je veux dire, on est fiers de vous. Battez-vous, oui, mais moi, effectivement, je ne mesure pas la valeur d'une personne à la taille de son compte en banque. Vous voyez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Omar, qui est très très riche, mais hier j'étais avec une présidente d'association qui s'occupe des enfants qui ont le cancer dans les hôpitaux, qui est cadre de santé, qui doit gagner 2000 € par mois, et je considère qu'elle a une valeur humaine qui est au moins aussi grande que celle d'un multimillionnaire. Et donc on ne peut pas que dire aux jeunes, allez-y, devenez millionnaire, parce que tout le monde ne pourra pas devenir millionnaire. Il faut aussi pouvoir donner un sens à sa vie à travers un métier qui peut être tourné vers les autres, mais sans forcément devenir millionnaire. Mais ce qu'il faut, c'est quand on travaille, pouvoir au moins vivre dignement, c'est-à-dire pouvoir se loger, se soigner, se nourrir, et pourquoi pas aller de temps en temps à un concert ou au restaurant. Mais ça, c'est votre job. N'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le job d'Omar. Mais oui, mais donc moi, qu'est-ce qu'on fait si demain le Parti socialiste est aux responsabilités? On va commencer par augmenter le SMIC, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, avec 1500 € par mois pour travailler toute la semaine, à la fin du mois, on n'arrive pas à s'en sortir forcément. C'est obliger les patrons, du coup, qui ont des employés au SMIC dans leurs entreprises. Vous voulez passer à combien le SMIC? Nous, le SMIC, c'était 1600 € par mois. Donc oui, 100 €. Mais vous pensez que les gens avec 100 € ils vont pouvoir se nourrir un peu plus? Non, mais le SMIC aujourd'hui, il a 1004. On l'augmente de 200 € dans un premier temps. Effectivement, l'objectif, ce serait de pouvoir aller à 1008. Est-ce que c'est ça qui va vraiment aider les gens? Bernard Arnault, il sera vraiment pas content si on augmente de 500 € d'un coup le SMIC, vous qui défendez Bernard Arnault. Non, je défends pas. Je parle juste de ce que disait l'auditeur qui nous a écrit par SMS. C'est de dire que aujourd'hui la richesse peut être un exemple plutôt qu'un délit, comme le dit Omar Harfouch. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar, de tout ça? D'abord, j'aimerais juste faire une parenthèse sur Bernard Arnault. J'ai rien dit sur lui. Ouais. C'est un très bon pianiste. C'est génial. Écoutez, moi je suis batteur, on va faire un trio. Il est vraiment très bon pianiste. Il joue très très bien. Sa femme est concertiste aussi. Donc je l'aime encore plus pour ça. Monsieur le député, il a raison sur l'injustice. Il a raison aussi sur la richesse humaine. D'ailleurs, l'humain fait la richesse de la France. Le français est exceptionnel par rapport au reste du monde, et c'est vraiment une vraie richesse. Et d'ailleurs, la dame dont vous venez de parler, les gens comme nous, souvent, on est sollicités aussi pour les épauler et pour faire du mécénat, et on le fait à chaque fois. D'ailleurs, le système fiscal nous aide à aller encore beaucoup plus fort et beaucoup plus loin avec ça. En fait, j'ai l'impression que les politiques, ils se cachent derrière les plus riches. À chaque fois qu'on parle de richesse, etc., on jette en pâture les plus riches, Bernard Arnault, Omar, etc. Et en fait, il se passe rien en fait au gouvernement pour ceux qui galèrent comme moi. Chez Sud Radio à gagner un peu d'oseille, mais en fait tous ceux qui galèrent à gagner de l'argent, etc. On se cache derrière les plus riches. Les politiques, ils disent mais c'est de la faute de Bernard Arnault, c'est la faute de tout ça. Sauf qu'en fait pour les Français il y a rien, il se passe rien. Non, mais en tout cas moi je n'ai jamais dit que c'était de la faute d'un tel ou un tel. Je dis simplement on n'est pas en responsabilité. On n'est pas en responsabilité. Oui, mais c'est peut-être des gens d'autres partis. En tout cas pas d'une autre. Nous on encourage les entreprises. Nous justement on proposait un plan de relance justement pour relancer l'économie, pour faire du business, que les gens puissent embaucher et du coup effectivement payent des impôts et contribuent à l'économie. Donc on ne crache pas sur les entreprises et pas sur les riches. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'ils doivent payer leur juste contribution à l'effort global national. Et le fait que la France aujourd'hui soit un des pays les plus taxés au monde, est-ce que c'est pas suffisant déjà? Alors, combien encore? Encore une fois, vous me parliez de qu'est-ce qui est riche tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire aussi autre part? Mais il y en a. Au gouvernement, par exemple. Je vois des fois en ce moment, c'est le défilé des people. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses aussi que les gens peuvent vous dire. Enfin, il y a des économies à faire. Il y en a certainement. Vous avez entendu le salaire d'un député. Effectivement, je pourrais gagner quelques centaines d'euros de moins. C'est quoi être riche pour vous? Combien par mois? Ceux qu'on veut taxer plus aujourd'hui, c'est ceux qui ont un patrimoine personnel supérieur à 100 millions d'euros. Mais à partir de combien par mois vous considérez, vous, au PS, qu'une personne est riche? Combien de revenus par mois? C'est difficile comme question, ça dépend. Non mais on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous considérez que si vous avez plus de revenus que 99% des Français, vous êtes riche? Et ça veut rien dire, ma question, c'est pas moi. Vous avouez, vous êtes un politique. Je vous pose une question, vous me reposez une question. Combien par mois vous pensez qu'une personne en France est riche? Mais je peux pas vous répondre, parce que si j'habite à 3 heures de Paris et que j'ai un logement, l'autre fois je regardais les agences immobilières à 3 heures de Paris, il n'y a pas une maison à plus de 100 000 €. Si vous habitez dans le même quartier que Omar, effectivement, avec 100 000 €, vous avez même pas une chambre de bonne. Donc ça dépend où est-ce qu'on habite, ça dépend quelles sont nos dépenses, ça dépend est-ce qu'on a hérité ou pas hérité. Donc c'est assez difficile de répondre à ça. Ce qui est certain, c'est qu'avec 100 millions d'euros, on est riche.
et qu'on paye aujourd'hui en France, c'est un fait. Moins d'impôts que ceux qui ont 10 000 euros sur leur compte. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas de solution. La seule solution que monsieur le député propose, c'est prendre aux riches. À chaque fois, il dit l'injustice, elle est parce que les riches ne payent pas autant ou ils ne payent pas suffisamment. Il n'y a pas de projet innovant, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de vision. On est en train tout le temps de dire, voilà, pour vivre mieux, prenez l'argent aux riches. Donc, c'est ce qui fait qu'on est stigmatisé parce qu'on est... Après ce discours-là, quand on voit que la seule solution, c'est d'aller prendre l'argent chez les riches, il n'y a pas de solution et on regarde les riches comme si c'était l'ennemi ou c'est lui qui a pris l'argent, qui a rendu les gens pauvres. Or, c'est le système gouvernemental ou le système actuel en France qui a appauvri les gens. Juste pour sa décharge, les socialistes ne sont pas au pouvoir depuis pas mal de temps. Quand les socialistes étaient au pouvoir, ça allait... pas mal déjà. Et monsieur, il n'est pas majoritaire au Parlement, il est porte-parole récemment, il est beau gosse, donc il défend... Vous aussi, c'est pas mal, Omar. Il va faire changer les choses alors. Voilà, donc moi je crois, il est jeune, et je sens qu'il a la volonté quand même de trouver des solutions, c'est quand même encourageant. J'aime bien aussi le côté humain, ça c'est ce qui caractérise le Parti Socialiste, c'est rassurant, mais il faut vraiment chercher dans l'innovation. Je suis d'accord, mais voilà. là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas monter non plus les gens les uns contre les autres. Simplement, la richesse du pays, c'est un gâteau. Et je vous dis, il y en a 500 qui possèdent la moitié du gâteau. 500 ! On est 70 millions en France. Et ça, c'est vrai que les Français sont choqués par ça et je les comprends. Oui, Mathias. Omar, vous serez un chef de parti, non? Pourquoi pas vous lancer en politique? La politique... Mais il a fait déjà. Ouais, j'ai travaillé l'interview aussi. Oui, je sais que vous avez fait de la politique. Moi, sincèrement, c'est le concept pour la paix qui m'importe. Œuvrer pour la paix est la chose la plus importante. Et j'aimerais juste, puisque je parle de la paix à nouveau, attirer l'attention, comme je l'ai fait avec mes amis ukrainiens. J'ai vu qu'ils allaient vers la guerre et j'ai dit plusieurs fois, attention, la guerre, c'est la fin de tout. Et j'aimerais aussi que les Français pensent un peu moins à la guerre. La France va vers le désastre si elle continue comme ça, à mobiliser les Français pour les envoyer au front, à prendre l'argent des épargnes des Français pour dire que voilà, il faut faire des efforts pour la guerre et penser à la paix. La paix apporte la prospérité, la richesse et au lieu de dépenser l'argent sur la guerre et sur les armes, dépensez-les sur les Français et améliorant la vie des Français. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Emmanuel Macron amène trop les gens justement à faire la guerre? Oui, oui, c'est le discours officiel. C'est pratiquement ça. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Non, moi je dirais plutôt que c'est Vladimir Poutine qui nous mène dans cette situation plus qu'Emmanuel Macron. Alors pourtant c'est mon adversaire politique Emmanuel Macron, mais voilà, pour moi le problème c'est ça. Mais en tout cas je tenais à saluer, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup des gens qui sont dans un camp ou dans l'autre. On a une France qui est assez fracturée en ce moment, l'extrême droite, l'extrême gauche, voilà, les gens qui ne peuvent plus se tolérer. Et c'est vrai que ce discours sur la paix, sur la tolérance, avec des concerts gratuits justement pour passer ce message là, voilà, je trouve que c'est tout à votre honneur et je voulais vous remercier de porter ce message de paix à la fois en France et dans le monde parce qu'il est très important parce qu'on est, voilà, moi je crois aux valeurs de la République. Le dernier mot, on n'a pas de l'égalité, c'est fraternité. Donc moi je pense qu'au-delà des religions, des riches, des pauvres, on est tous des frères d'abord et que même si on peut avoir des idées différentes comment on répartit le gâteau, ça c'est vrai, ça s'appelle la politique, ça fait vivre la démocratie, mais au-delà de ça, il faut pas de haine et on peut débattre et pas être d'accord dans le respect. Et c'est pour ces valeurs-là que j'ai décidé de payer mes impôts en France. J'ai bien l'impression qu'il va financer le PS bientôt. Là. Il va prendre sa carte. Merci à vous tous. Merci. On était en direct sur Sud Radio. On vit pas dans la même France pour un débat qui a été extraordinaire, qui nous a beaucoup apporté. Merci beaucoup, à vous, Magali, Romain Eskenazi, porte-parole du Parti Socialiste, député du Val d'Oise. Merci Omar Arfouch, musicien renommé international. J'étais très fière de vous avoir tous les deux ce soir parce que pour moi vous êtes aux mêmes égalités. Voilà, c'est pas le compte en banque qui fait que, mais vous m'avez apporté beaucoup ce soir dans vos réponses et Omar, vous m'avez apporté beaucoup dans cette inspiration de vie. On se retrouve lundi à 20h et tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, le musicien David Jacob. Voilà, et moi je vous dis à lundi. Merci beaucoup, bonne soirée sur Sud Radio. Merci Magali. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons